Elle se ressent également. Image en direct donc du chef de la diplomatie iranienne. Sur le terrain et bien entendu qui se sont vérifiés également dans le cadre des processus démocratiques. Je suis venue ici de Genève où nous avons organisé notre première réunion ministérielle Iran E3 et ici même hier, j'ai eu l'occasion d'engager des réunions très utiles, de grande importance, avec les différents ministres des Affaires étrangères de notre région. Ce fut l'occasion pour nous d'évoquer différentes initiatives, différentes idées, afin de parvenir à une résolution pacifique de cette question. Néanmoins, comme vous le savez toutes et tous, nous sommes soudainement confrontés à une agression perpétrée par les forces américaines contre nos installations nucléaires. La République islamique d'Iran condamne, dans les termes les plus fermes, l'attaque militaire, l'agression militaire brutale des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran. C'est une violation sans précédent extrêmement grave des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que du droit international. Susciter la guerre aux mains d'une administration illégale à Washington, à notre sens, c'est la seule responsabilité des conséquences très graves qui vont se vérifier étant donné les implications à grande échelle de cet acte d'agression. L'attaque militaire des États-Unis qui a frappé l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale d'un État membre des Nations Unies et qui a été perpétrée aux côtés du régime génocidaire d'Israël qui a été perpétré en collusion avec le régime génocidaire d'Israël, et bien une nouvelle fois cela a révélé l'étendue de l'hostilité que ressent le peuple des Nations Unies, ou plutôt les États-Unis, contre le peuple pacifique de l'Iran, qui jamais ne compromettra sa souveraineté. La République islamique d'Iran continue de défendre le territoire de l'Iran, sa souveraineté, sa sécurité et son peuple, et ce avec tous les moyens nécessaires. Nous les défendrons contre l'agression militaire américaine, mais aussi contre l'action atroce et illégale du régime israélien. Le président Donald Trump a été élu sur la plateforme suivante: mettre fin à l'implication extrêmement onéreuse des Américains dans des guerres éternelles dans différentes régions du monde. Les États-Unis et le président Trump a trahi l'Iran en abusant son engagement vis-à-vis de la diplomatie, mais il a également trahi ses électeurs puisqu'il a adopté la vision d'un criminel de guerre qui, à mesure qu'il avançait, a exploité la vie et la richesse des citoyens et citoyennes des États-Unis pour faire avancer les objectifs israéliens. L'acte d'agression des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques d'Iran constitue d'une part une brèche majeure, une violation majeure de la Charte des Nations Unies, notamment l'interdiction de l'usage et du recours à la force conformément à l'article 2.4, ainsi que l'obligation de respecter l'intégrité et la souveraineté des États-Unis, mais c'est aussi une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous ne pouvons pas suffisamment souligner combien est-ce que cette frappe dévastatrice apportera, puisque ce sont les États-Unis qui sont un membre permanent du Conseil de sécurité et qui a frappé ici les objectifs du régime de non-prolifération. Les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité, mais nous avons le Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que d'autres entités internationales qui ont toutes fait appel au devoir et à la responsabilité de s'engager dans une action urgente et décisive afin de riposter à cette violation du droit international. Être silencieux face à une telle agression atroce et accablante plongera le monde dans une situation de chaos. Je pense que l'humanité est allée trop loin et nous ne pouvons pas permettre à un tyran illégal de se soumettre à la loi de la jungle. La République islamique d'Iran appelle au Conseil de sécurité des Nations
Unies de convoquer une session extraordinaire et d'urgence afin de condamner de manière irrévocable et sans aucun doute l'agression militaire des États-Unis contre l'Iran, et nous les appelons également à tenir l'administration américaine responsable des violations contre la Charte des Nations Unies et contre les normes qui régissent le droit international. La responsabilité de l'AIEA et de son directeur général doivent relever toutes les preuves possibles pour montrer qu'il y a eu violence et bains de sang qui ont été perpétrés. Nous en appelons à l'Agence internationale de l'énergie atomique et à son comité des gouverneurs de bien vouloir convoquer immédiatement une réunion pour nommer les responsables de cette attaque américaine extrêmement dangereuse contre les installations pacifiques nucléaires iraniennes qui jusqu'à présent ont été placées sous un suivi intégral. N'oublions surtout pas que ce sont les États-Unis qui, au cœur même d'un processus qui visait à développer une solution pacifique, eh bien ce sont les États-Unis qui ont trahi la diplomatie en soutenant la volonté israélienne de lancer une guerre d'agression contre la nation iranienne. Ne se satisfaisant pas d'une telle action maligne, désormais ce sont les États-Unis même qui ont eux aussi opté pour une opération militaire extrêmement dangereuse, à savoir une agression contre le peuple iranien. Ce faisant, l'administration américaine devra être consciente qu'elle endosse des responsabilités et donc elle devra faire face aux répercussions, notamment le droit à l'autodéfense de la République islamique d'Iran, conformément à la Charte des Nations Unies. Conformément à la Charte des Nations Unies et à ses dispositions, permettre une riposte légitime en cas de nécessité d'autodéfense, eh bien, en invoquant cette mesure, l'Iran se réserve tous les droits de défendre sa sécurité et son peuple. Je vous remercie de votre attention. Des conséquences. Nous prendrons quelques questions en commençant par Associated Press. Ce qui est drôle, c'est qu'il a demandé l'autorisation d'Israël de voler. Le ministre des Affaires étrangères iranien qui annonce des conséquences très graves. Alors Sylvie Bermann, on entend bien effectivement cette rhétorique iranienne, c'est-à-dire le régime pacifique iranien, voilà, Israël, l'État génocidaire, etc. On entend bien, mais quelque part quand même ça pose des vraies questions sur la violation du droit international et cette loi de la jungle. Attendez, on va continuer à prendre ce discours pour ensuite le décrypter avec vous. Écoutez. Interpreter, please speak. Can you hear me, sir? Monsieur, est-ce que vous pouvez nous entendre? J'espère que vous entendez la question. In the English channel, can you hear me? Très brièvement, nous allons réitérer. La question est la suivante. Y a-t-il encore une marge de possibilité pour négocier? It's all right now. You can translate is okay. Türkçe mi? Sayın Bakan Ahmet Gannam yine Televizyon Arabi. Müzakerelere hala kapı açık mı görüyorsunuz? Tahran'la Monsieur le ministre, la porte des négociations est-elle encore ouverte ou pas? Avez-vous été en contact avec Téhéran? Quels sont les types de dommages qui ont été causés? Y a-t-il d'autres intermédiaires comme l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar? Est-ce que des activités de médiation se poursuivent ou pas? Comment voyez-vous la suite du processus? Je suis en contact avec Téhéran, bien entendu. Pour l'instant, je ne dispose pas d'informations précises et exactes concernant le niveau des dommages encourus. En tout état de cause, je ne pense pas que cela ait beaucoup d'importance d'établir quel est le volume des dommages en quelque sorte. Le fait d'attaquer une installation nucléaire
comme une action en tant que telle. C'est une violation impardonnable du droit international qui doit faire l'objet de condamnation. Hier, comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai engagé des échanges, des discussions avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de la région. La majorité d'entre eux sont extrêmement inquiets et ils ont manifesté leur volonté de jouer un rôle afin de mettre fin à cette agression qui est perpétrée par Israël, bien entendu. Ils s'inquiétaient hier d'une attaque potentielle venant des États-Unis, mais hier, nous parlions toutes et tous ensemble de la manière dont nous pouvions mettre fin à l'agression israélienne. Bien entendu, la porte de la diplomatie doit toujours rester ouverte. Néanmoins, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Mon pays a été attaqué, il a été agressé. Il nous incombe maintenant de riposter en nous fondant sur le droit légitime à l'autodéfense. Et nous le ferons tant que cela sera nécessaire. Je vous remercie. Nous passons maintenant la parole à Al Jazeera pour une question. Voilà l'Iran qui se réserve le droit de riposter, Sylvie Berman, de riposter, et qui dit que effectivement l'attaque américaine aura des conséquences très graves. La loi de la jungle, c'est ça aujourd'hui pour vous sur la scène internationale, la diplomatie qui explose et effectivement un engrenage de guerre? Alors on est dans une période où la force prévaut quand même sur la loi. Alors c'est vrai qu'il y a violation du droit international, mais ce programme était un programme illégal. Et dire que c'est un programme pacifiste ou pacifique, ce n'est pas très crédible. Et d'ailleurs, tout le monde en fait a dit, et Emmanuel Macron l'a dit aussi, l'Iran ne peut pas avoir la bombe. On a dit que l'AIEA avait décelé un uranium enrichi à plus de 85%, donc très proche des 90% nécessaires. Et les experts nucléaires disent qu'il est plus facile de passer de toute façon de 60 à 90 que de passer de 60 à 3,5 pour refaire du nucléaire civil. Donc le côté pacifique de ce programme n'est absolument pas convaincant. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi une violation du droit international. Cela dit, il y a une guerre préventive, c'est voilà. Ça le mot, une guerre préventive lancée par Benjamin Netanyahou. Et très intéressant d'entendre dans la bouche d'Abbas Araghchi, donc le chef de la diplomatie iranienne, la qualification, c'est-à-dire qu'il fait de Donald Trump un criminel de guerre, un tyran, mais il pointe un risque qui existe, à savoir de lancer au Moyen-Orient des guerres éternelles, Michel Fayad. Déjà, il faut quand même se rappeler que les Iraniens, en frappant Beersheva 2-3 fois cette semaine, ils ont frappé à un endroit qui est à 30-35 km de Dimona, la centrale nucléaire israélienne. Et donc les Iraniens ont montré aux Israéliens qu'ils étaient capables eux aussi d'envoyer des missiles qui pourraient être dévastateurs pour Israël en frappant spécifiquement des centrales nucléaires. En frappant eux aussi, vous dites, des centrales. Et ça, c'est quand même extrêmement dangereux parce que contrairement aux centrales iraniennes, la centrale israélienne fonctionne. Donc les dommages risquent d'être très importants. Il y a quelque chose, on ne sait pas encore si c'est vrai ou si c'est faux, mais depuis aujourd'hui, en fait, les Iraniens prétendent avoir utilisé pour la première fois leurs missiles Khaybar. Et ce sont soi-disant les missiles les plus perfectionnés dont ils disposent, donc des missiles antibalistiques. Et Khaybar, c'est, pour le rappeler aux téléspectateurs, c'est le nom en fait de la bataille qu'avait livrée Mahomet à son époque pour exterminer les Juifs. Donc, quand on dit qu'on a un programme pacifiste et que nous, on n'a pas cherché la guerre, etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est Khamenei qui a lancé la guerre en octobre 2023 en demandant au Hezbollah d'attaquer, mais c'est également lui qui crée des missiles qui portent un nom qui est pour exterminer les Juifs. Je veux dire, il y a des éléments factuels qui sont très clairs. Le vrai problème qu'on a, je pense, aujourd'hui, c'est que malheureusement, notamment au niveau du pouvoir en France, c'est qu'il y a une méconnaissance complète et de l'Iran
et de l'idéologie islamiste khomeïniste. Les gens ne sont pas en train de lire, pourtant ils ne cachent pas. En fait, tout est écrit. Je veux dire, le nom du missile Khaybar, c'est connu. Ce que je vous ai dit avant, que le guide n'est pas seulement n'est pas seulement le guide suprême de la révolution islamique, il est également le chef de Velayet et Fakir, le gouvernement des oulémas. C'est connu. Je veux dire, il faut lire. Et le problème, c'est que en ne lisant pas, en faisant pas ce travail, on arrive à des moments où on nous dit il faut discuter avec eux. Mais je vais vous dire une chose. L'islamisme, c'est un totalitarisme, la même chose qu'était le nazisme ou le communisme. Le nazisme, on en a fini en cassant Hitler et lui, il s'est suicidé, etc. Le communisme, on a trouvé Gorbatchev, qui a fait la perestroïka, qui a arrêté la course aux armements. Mais honnêtement, Khamenei n'est pas Gorbatchev. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Ce monsieur est apocalyptique. Quand vous lisez ce qu'il écrit, oubliez toutes les analyses. Juste cherchez sur Internet ce qu'il écrit. Ce qu'il écrit est apocalyptique. Il souhaite l'apocalypse. Il est dans cette vision-là. Il est jusqu'au boutiste. Et je vais vous dire une chose. Moi, je ne dis pas que c'est impossible qu'il signe un accord. Ils sont capables de le signer. Parce qu'il y a un précepte islamiste auquel ils croient et qu'ils écrivent, qui est la main que tu ne peux pas briser, baise-la, jusqu'à ce que tu puisses la briser. Ce qui signifie, aujourd'hui, on est peut-être plus en mesure de répliquer, il vaut mieux montrer aux autres qu'on est prêt à renoncer à tout. On signe n'importe quoi et on prépare en fait la prochaine, c'est-à-dire que l'année prochaine, peut-être qu'il y a des élections aux États-Unis, que Trump va être en espèce de cohabitation avec le Congrès, peut-être que Netanyahou sera renversé en Israël, et là on se refera. D'accord. Bon programme. Merci à Michel Fayad, parce que là, je vous avoue que j'en ai un petit vertige, très sincèrement. En attendant, effectivement, le chef de la diplomatie iranienne parlait d'une riposte. Alors là, pour l'instant, l'Iran riposte sur Israël. C'est-à-dire que là, actuellement, les villes de Tel Aviv, de Haïfa ont été ciblées, mais est-ce qu'ils vont oser, dans les 24-48 heures, Magali Barthès, c'est-à-dire frapper des bases militaires américaines qui sont au Moyen-Orient, des soldats, ou est-ce qu'ils vont oser frapper les États-Unis ? Il y a 40 000 soldats américains dans le Golfe et une multitude, en effet, de bases américaines. C'est là où, évidemment, le pari de Donald Trump est extraordinairement risqué. Parce que qu'a fait Donald Trump cette nuit? Il fait le pari qu'en lançant ses bombardiers et ces bombes anti-bunker, il arrive à éradiquer finalement la menace, avec l'espoir en effet que les Iraniens retournent finalement à la table. Pas de la négociation, d'ailleurs, de la capitulation, parce que c'est ce qu'il disait, Donald Trump, dans ses messages encore la semaine dernière, c'est la reddition complète et inconditionnelle qu'il attend. Mais ce qu'on entend là, c'est en fait, de la part des Iraniens, une volonté, en tous les cas, affichée. En auront-ils les moyens? C'est aussi toute la question, mais en effet, de riposter en disant, c'est nous qui sommes agressés. Évidemment, on a bien compris que tel n'était pas complètement le cas et qu'ils avaient ce programme illégal ce droit à la légitime défense. Droit à la légitime défense. Donc, que vont-ils faire? Il y a les bases américaines, il y a en effet les ambassades dont on parlait tout à l'heure, il y a le détroit d'Ormuz, par lequel passe 20% du pétrole mondial. Donc, il y a vraiment un risque de déstabilisation aussi de l'économie, d'un renchérissement des cours du pétrole. C'est là où Donald Trump a vraiment fait le choix quand même du saut dans l'inconnu, en pensant qu'en rasant ce programme nucléaire, il obtiendrait ce qu'il voulait. Après, l'a-t-il véritablement rasé? Comment l'Iran va riposter ou non? En fait, on rentre aujourd'hui dans un moment de saut dans l'inconnu. Ça qui est extrêmement dangereux, c'est ce que d'ailleurs dit le Qatar encore aujourd'hui, la Turquie, où se trouve le ministre iranien, disait hier chaos total. Arakchi, vous savez, a participé aux négociations avec les Européens vendredi à Genève, et hier en Turquie disait je me demande si finalement cette façon de Donald Trump dire je me laisse 15 jours encore
pour la diplomatie avant de réfléchir n'était pas une couverture et une façon de nous endormir. Arakchi disait ça hier et on voit ce qui s'est passé cette nuit. Et on voit ces images ce matin tournées à Tel Aviv où effectivement il y a eu des frappes de missiles également sur la ville de Haïfa où il y a au moins 23 blessés. Arlette Chabot, ce matin, on attend encore la décision d'Emmanuel Macron. Alors, il a raison d'attendre, ils ont raison d'attendre parce qu'au fond, ne pas se précipiter pour ne pas dire grand-chose comme l'ont fait d'autres premiers ministres et d'attendre. C'est intéressant ce que dit le ministre des Affaires étrangères iranien. Alors évidemment, on ne croit pas à un mot de ces installations pacifiques nucléaires qu'il a répété à plusieurs reprises pacifiques, mais il y a un petit piège aussi tendu à l'Occident, c'est-à-dire évidemment respect de l'état de droit, vous qui défendez et qui combattez la Russie face à l'agression de l'Ukraine. Donc c'est le double standard et l'accusation, c'est des pièges grossiers, mais ça peut se Vous trouvez que ce sont des pièges grossiers quand on dit qu'il y a 2 poids, 2 mesures finalement? Les 2 poids, 2 mesures, on retrouve quand on demande bien entendu à l'ONU de se réunir, de discuter de la situation et de l'agression dont est victime l'Iran. On voit bien ce que certains vont développer comme théorie et mise en accusation d'un Occident qui est quand même reste solidaire, bien entendu, d'Israël, à juste titre, parce qu'Israël est menacé effectivement par les armes iraniennes. Mais c'est ça aussi. C'est vous dénoncer ceux qui agressent quand ça vous arrange et vous laissez faire quand effectivement, là aussi, vous préférez fermer les yeux. Donc, on voit bien que la mise en place, donc quand je dis que c'est grossier, c'est facile, c'est évident, mais ça aura sans doute un impact. Et moi, ce que je trouve, et ça, je parle sur la responsabilité et la compétence de mes camarades, c'est que moi, ce que j'attends, c'est les réactions de l'Arabie Saoudite, d'un certain nombre de pays qui sont de la région, puisqu'il a parlé effectivement de ces discussions, le ministre iranien, avec des responsables de la région. Que vont-ils dire? Comment vont-ils réagir? C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Sylvie Bernard. Oui, tout à fait. Alors, cela dit, les pays de la région ne sont pas mécontents qu'on ait que les Américains aient fin au programme. Fassent le sale boulot, c'est ça un peu qu'on dit. Oui, c'était l'expression. Comment réagissent-ils? Mais ils seront obligés de faire ce qu'on appelle le lip service, c'est-à-dire service minimum avec des mots. Il y a un autre sujet également, pour le moment, je ne sais pas s'ils se sont exprimés, c'est que l'Iran est membre des BRICS+. Et que dira la Chine et la Russie? Alors sur la Russie, il y avait eu un contact entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui lui a peut-être dit tu ne t'en mêles pas. Mais il n'empêche que c'est difficile de rien dire quand on appartient à la même enceinte. Michel Fayad. Oui, vous avez tellement raison que je pense même que, en fait, la durée le temps qu'a pris Donald Trump a servi en réalité à négocier avec les pays arabes du Golfe, l'Arabie, le Qatar, les Émirats arabes unis, pour qu'ils payent cette guerre. Parce que cette guerre a un coût. Et Israël, depuis le 7 octobre, a dépensé plus de 70 milliards de dollars. Rien que les 3 premiers jours de l'attaque ont coûté 2,5 milliards de dollars. Là, je donne les chiffres officiels de l'État d'Israël. Et il y a également le fait que les Américains, vous savez, Donald Trump avait dit quand il a été élu que l'erreur de Biden, c'est de ne pas avoir été payé pour cette guerre en Ukraine. Et donc, il a cherché, depuis, comme vous le savez, à se faire rembourser, entre guillemets, les dépenses qu'ont eu les États-Unis dans cette guerre. Et là, moi, je pense que le temps qu'il a pris, c'était uniquement pour que les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis payent. Et je pense qu'ils ont payé. Ah, vous pensez qu'ils ont payé? C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a eu un accord mondialisé, si vous voulez, pour backer Donald Trump? Disons qu'il y a 2 choses. Premièrement, dès le premier jour des frappes israéliennes, les Israéliens ont survolé le ciel saoudien. Ça, c'est quand même incroyable. En 1991, lors de la guerre du Golfe, il avait fallu des mois pour que les Américains soient autorisés à survoler le ciel saoudien et aillent sur le terrain en Arabie Saoudite. Et parce qu'en fait, les Américains étaient vus comme des croisés. Et d'ailleurs, ça a été l'une des raisons pour lesquelles Ben Laden s'est retourné contre le régime saoudien. Et alors là, maintenant, et qu'ils acceptent que des juifs, entre guillemets, survolent le territoire saoudien, ça n'est forcément nécessité une négociation, et l'Arabie est dedans. Et aujourd'hui, l'Arabie, en fait, a fait un communiqué en ne condamnant pas les frappes,
en appelant simplement à ce que on se calme un petit peu, mais pas en demandant l'arrêt. Donc c'est ce langage diplomatique, n'est-ce pas? Et le Qatar, lui, parle d'escalade dangereuse, en effet. Mais pas d'arrêt. Et appelle toutes les parties à faire preuve de sagesse, de retenue pour éviter une nouvelle escalade. Retenue, ça c'est le mot de la diplomatie quand même ces derniers temps, alors qu'on nous annonce dans les minutes qui viennent un communiqué du côté du ministère des Affaires étrangères français, parce que c'est vrai que c'est quand même le grand silence du côté d'Emmanuel Macron, du Quai d'Orsay, alors qu'on a vu les Allemands, les Britanniques réagir, la chef de la diplomatie européenne réagir également. Il y aura une réunion demain à Bruxelles avec les ministres des Affaires étrangères européens, réunion à laquelle participera Jean-Noël Barrot, dont on attend donc la réaction. La réaction, Michel Fayad. Je ne suis pas un expert militaire. Par contre, je pense que comme la France est présente à Abu Dhabi et au Djibouti et en Jordanie, je pense que la France a été mise au courant des frappes américaines. Mais je ne suis pas un expert militaire. Ça, c'est intéressant parce que les Britanniques disent ce matin qu'ils étaient au courant des frappes. Alors, autrefois, mais bon, avec Trump, il y a parfois de nouvelles règles, puisqu'il casse les codes. Les Américains prévenaient les alliés dans de telles circonstances. Je rappelle que vous êtes ancienne ambassadrice. Il y a eu un appel entre, je crois, le ministre et puis Rubio. Il a peut-être effectivement été... Donc, a priori, la France était au courant. La France était au courant.